IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une astrologie ce soir un peu particulière puisqu'il s'agit de l'astrologie de l'âme. Découvrez votre mission de vie. C'est un livre écrit à 4 mains avec plein de doigts de Julie Gors et de Christian Maillet. Julie Gors, après un parcours professionnel dans le marketing en tant que chef de produit pendant 10 ans, est aujourd'hui thérapeute au sein de l'école de mémoire cellulaire, utilisant des mémoires complémentaires telles que la biorésonance cellulaire et aussi l'astrologie qu'elle enseigne. Elle est l'auteur du best-seller Décrypter votre thème astral, toujours au lotus et l'éléphant. Et vous pouvez retrouver son activité sur son site www.juliegorstoutattaché.com. Quant à Christian Maillet, il exerce en tant qu'animateur et coach spirituel avec comme outils centraux l'astrologie de l'âme, l'astroconscience et la symbiologie. Sa pratique s'appuie sur une longue expérience d'un travail thérapeutique initiatique, autant individuel qu'en groupe, et d'une formation pluridisciplinaire ayant comme fil conducteur les arts initiatiques de la connaissance de soi et du bien-être. Il intervient au sein de l'association Souffle d'harmonie, ARTMONI, dont il a créé les fondements. On va faire l'honneur aux dames. Julie Gors, bonsoir. Bonsoir. Et on va quand même dire bonsoir à Christian Maillet. Bonsoir. Alors vous êtes rencontrés un peu bizarrement tous les deux, non? Oui, on s'est rencontrés au cours de la nuit des chamans. C'était le premier événement de l'INRES à Paris. On s'était déjà croisés dans des cours de tai chi, mais c'est vraiment au cours de cet événement qu'on a fait connaissance. Et un des premiers sujets qu'on a abordé ensemble, c'est l'astrologie. Est-ce qu'il faut prendre votre premier livre, Décrypter votre thème astral aux mêmes éditions? Ce serait quand même bien de commencer par celui-là. Moi, je trouve aussi. Parce qu'il faut monter son thème. Oui, il faut monter son thème. J'ai vraiment écrit Décrypter en me remettant dans la peau de la débutante que j'ai été et en me disant qu'est-ce que j'aurais adoré avoir dès le départ, écrit de manière simple et accessible, et qui m'aurait facilité mon apprentissage dès le départ. Donc oui, je conseille plutôt de lire Décrypter avant l'astrologie. Après, dans le livre L'astrologie de l'âme, il y a des parties en soi qui suffisent, même sans être astrologue. Oui, il faut quand même monter son thème. Alors je vois qu'à tout à la fin, vous avez mis un site qui s'appelle Astroneuf, c'est ça? Astrothème. Qui permet de monter son thème directement, connaître la technologie astrologique. Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir monter son thème. Est-ce que dans le premier livre, vous apprenez à monter un thème? Oui, c'est la première chose que Avec j'indique aux gens. Ouais. Je vais lire la 4e de couverture. Donc à la suite de Décrypter votre thème astral, premier livre de Julie Gors, qu'elle a coécrit avec Christian Maillet, ce nouveau livre qui vous initie à l'astrologie karmique. Dans cet ouvrage, les auteurs vous proposent de vous mettre dans la peau d'un détective privé ou d'un inspecteur astrologue qui mène son enquête, une enquête sur vous-même. Votre but est de regrouper un faisceau d'informations, de preuves convergentes pour vous souvenir de ce que vous êtes venu incarner dans cette vie pour vous reconnaître. Vous remonterez la piste de votre but de vie, vous retrouverez tous les indices astrologiques qui vous permettront d'élucider votre affaire, qui suis-je et surtout pourquoi suis-je arrivé là. Pourquoi on est là alors? Voilà, c'est là l'intérêt de... Alors moi j'ai mes propres réponses, mais ce qui est intéressant c'est que il y a une réponse ou des réponses par personne, parce que chaque chemin a pris des milliers d'années pour se créer. Donc il n'y a pas une réponse pourquoi on est là. On va dire qu'il y a une réponse par personne déjà. De même qu'il n'y a pas un thème astrologique qui est réellement pareil. C'est quand même difficile d'avoir exactement le même prise de souffle à la même seconde, au même endroit, avec la même mer. Même chez des jumeaux. Même chez des jumeaux, parce que moi qui ai une sœur jumelle, et il y a quand même un décalage de quelques minutes. Ouais. Et quelques minutes, je vois avec ma sœur, on n'a pas le même ascendant par exemple. Et puis, on ne traite pas le thème de la même façon si on est féminin ou masculin. On va plutôt vers la Lune ou plutôt vers le Soleil, quelque part, plus dans les dimensions masculines du thème. Donc, il n'y a pas un thème qui est semblable, il n'y a pas une réponse. Néanmoins, il y a des lois universelles, il y a le mystère. On a tous les mêmes questions essentielles. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Où suis-je? Oui, et puis pourquoi on est là juste en ce moment-là avec tout ce qui se passe? Est-ce que c'est karmique? Pourquoi on est là tous en ce moment, à cette époque-ci? C'est ce que disent d'ailleurs les Tibétains, c'est qu'on ne naît pas une époque par hasard et que c'est très lié au karma.
et que c'est un bon karma de naître, par exemple, dans les circonstances où on est nous, par exemple, quelque part, le fait de pouvoir déjà développer une spiritualité très tôt, pour eux, c'est déjà un indice de conscience suffisante. Hein. Mais il n'y a pas une notion d'inférieur ou de supérieur, en fait. Parce que la notion d'inférieur supérieur, ça serait une dimension uniquement d'un temps linéaire, en fait. Inférieur à quoi? Souvent, dans la spiritualité, il y a cette notion aujourd'hui d'être éveillé, d'être élevé, d'être endormi, d'être je sais pas quoi. Mais c'est vrai, hein, c'est quand même assez marquant. Après, ça peut même avoir des dérives sectaires, hein, des fois quand même, c'est grave, et des fois sectaires sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Hein. Dans le New Age peut être tout à fait une évasion, hein, et pas... Alors que là, c'est une astrologie du corps, du quotidien. C'est pas une astrologie où on va dans un plan éthéré, alors que le travail, c'est justement l'incarnation. Donc pourquoi on est là? On est là déjà pour s'incarner, pour prendre matière. Et pourquoi on a besoin de prendre de la matière? Pourquoi le mystère de la matière pour finalement, alors qu'on est des êtres de lumière, que tout est de l'énergie, que tout est de lumière, mais pourquoi alors d'aller dans la matière? Oui, alors, une bonne question. Et oui. Et donc dans ce livre, on va proposer deux grandes métaphores, qui est celle du carrosse et celle de l'acteur et du personnage, du metteur en scène, de l'auteur. Moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans le monde du spectacle, et j'ai beaucoup fait de théâtre également, donc j'ai eu des expériences qui m'ont posé la question, mais dans la vraie vie finalement, qui est l'acteur, qui est le personnage, qui est l'auteur? Et donc, on va rejoindre cette dimension de la persona, de l'ego, de la personnalité, qui est traduit également dans la autre métaphore du livre, qui est le carrosse, avec les deux chevaux, le cocher, ça. Mais qui je suis dans cette métaphore? Mais vous avez rajouté les bagages qui ne sont pas dans l'histoire hindoue. Et ça, c'est intéressant. Et en plus, il y a deux chevaux, donc il y en a un qui est différent, un noir et un blanc, un féminin, un masculin. Il y a des polarités. Et en astrologie, ce qu'on peut voir dans le zodiaque, justement, c'est que c'est une dynamique de polarité. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas une notion de dualité, en fait. Ça, c'est le côté encore de l'ego identifié uniquement sur un temps linéaire. En fait, l'astrologie, c'est un temps spiralant, un temps circulaire, en fait. On est dans d'une grande spirale, et on continuera ainsi, jusqu'à qu'à un moment donné, on puisse être complètement dans l'instant présent du centre du zodiaque. Mais tant qu'on est dans la roue, on tourne. Mais le karma, il n'est pas une punition, il n'y a pas de punition. Il y a une loi d'amour, mais la notion de karma, c'est simplement une prise de conscience à vivre à un moment donné, qu'on crée sa réalité, qu'on en soit conscient ou inconscient. Et avec le thème astrologique et le livre de l'âme, on propose une enquête, donc c'est très ludique, d'aller chercher effectivement son miroir, se regarder dans son propre miroir qui est son zodiaque, et de se poser des questions essentielles, donc faire une enquête. Et donc, toute question amène des réponses, mais la réponse ne peut venir que si on entre pleinement dans son ombre, dans sa lumière, dans son corps, dans son quotidien, dans le miroir du monde où on va se regarder. Là, vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que le centre du zodiaque? Alors, le centre du zodiaque, en fait, on est sur un chiffre 12, ouais, qui est vraiment le chiffre de l'espace-temps, ouais, du cycle, du destin. Donc, c'est vraiment quelque chose comme les 12 méridiens, par exemple, l'énergie. C'est quelque chose qui est parfait, en fait, le 12. Mais c'est quand même une dimension qui nous met dans l'espace-temps. Mais si on passe au centre de son zodiaque, au centre de l'être, dans le point christique, le 13e, à ce moment-là, il y a une libération de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle du coup la conscience éveillée. Mais on peut y aller de temps en temps dans ce centre et revenir sur la périphérie, refaire un tour, comme on dit. Mais il y a des moments où on a des expériences lumineuses, on a des expériences d'éveil, il n'y en a pas qu'une. Donc ça va continuer, ça continue, parce qu'il y a plusieurs dimensions de conscience. Vous y êtes allé déjà, c'est le 13 alors finalement le centre? Le centre, ce serait le 13e point. Comme au tarot d'ailleurs, où c'est l'arcane 13, on ne dit pas la mort, mais c'est l'arcane de la grande transition. En fait, c'est l'arcane qui fait qu'on traverse le miroir. Alors justement, puisque vous parlez de la mort, Julie Gors, vous dites que vous avez l'habitude de demander aux personnes qui viennent vous consulter, pour vous, qu'est-ce qui se passe après la mort? Oui. Et qu'est-ce que vous attendez de cette réponse? J'attends l'ouverture d'un dialogue avec la personne pour qu'elle puisse elle-même exprimer avec ses propres mots, on va dire, ce qu'elle pressent peut-être de l'existence de l'âme ou
de l'ouverture à quelque chose d'invisible. Et en fait, ce degré d'ouverture qui va se montrer dans le dialogue qu'on va ouvrir avec cette question permettra tout un cheminement dans le thème qui sera plus ou moins appuyé sur l'aspect karmique en fonction de l'ouverture de la personne. Bon, je pense que tous ceux qui viennent vous voir, de toute façon, ils croient en la réincarnation et à la survie de l'âme, non? La plupart, mais pas tous. Et souvent, ils viennent chercher une petite graine. Ils viennent chercher une petite graine d'ouverture de conscience. Mais non, non, j'ai été surprise. Il y a des gens qui viennent vraiment sans cette ouverture-là. Mais ils viennent quand même en astrologie karmique. Ils viennent en astrologie. Point, sans savoir que c'est karmique. Voilà. C'est ça. D'accord. Oui, parce que l'astrologie, ça nous permet quand même de savoir qui on est. Hein. Oui. Enfin, et vous disiez aussi qu'il faut s'attendre à voir ces zones d'ombre. Il faut pas. Ouais. On va pas voir que du lumineux. Non. Et c'est peut-être ce qui est le moins lumineux qui est le plus intéressant à trouver. Complètement. Sauf que l'ombre, c'est aussi de la lumière. En fait, il n'y a qu'une variation de la lumière, avec des intensités différentes de conscience, plus ou moins lumineuses. Mais ça reste de la lumière, en fait. Comme la matière n'est que de l'énergie. Tout ça, c'est de l'information. Il n'y a pas réellement une notion de l'ombre comme étant le mal. C'est plutôt, effectivement, comme dans l'effet chrysalide, la chenille qui ne sait pas encore qu'elle est un papillon. Mais elle l'est déjà dans son potentiel. Elle l'est dans cette nature véritable. Donc c'est plutôt un travail de la conscience. On est venu là parce que, certes, tout est inconscient, mais justement, tant que ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas intégré. On n'a pas suffisamment encore de lumière et de conscience pour continuer à s'élever dans la spirale, dans les spires. J'aimerais qu'on vienne sur l'école de mémoire cellulaire. Vous êtes tous les deux, vous êtes, non? Non. Parce que vous dites que vous avez travaillé sur les mémoires cellulaires, vous. Moi, j'ai travaillé par moi-même, mais je ne suis pas dans l'école cellulaire de Julie. C'est une école qui a été fondée par Myriam Brousse et qui propose d'aller à la recherche des mémoires qui sont engrammées dans le corps, auxquelles on n'a pas conscience, et qui remontent souvent à la vie intra-utérine, voire au vécu des parents ou du transgénérationnel, et qui font qu'on répète des schémas ou qu'on est dans des comportements dont on aimerait se délester. Et ça se passe comment? C'est du toucher, c'est de la parole, c'est de l'astrologie, Alors l'astrologie est un des outils d'éclairage. Ouais. Donc dans cette école de mémoire cellulaire, il y avait un homme au départ qui... Oui, l'outil d'éclairage d'astrologie en mémoire cellulaire a été créé par Bernard Dubois, qui a accompagné Myriam au cours de ses séances. Donc c'est une approche très empirique de l'astrologie. En fait, il écoutait les patients de Myriam. Quelle année à peu près? Dans les années 70? Oui, c'est ça. Ouais. Et en écoutant les personnes raconter leur histoire, raconter justement leur schéma répétitif et les faux plis dans lesquels ils retournent régulièrement, il s'est aperçu que le descendant avait une importance primordiale, en tout cas pouvait être une clé d'entrée et de compréhension du fonctionnement de la psyché très importante. Le descendant dans le thème astral. Dans le thème astral, ouais, exactement. Parce que nos descendants, les pauvres, ils peuvent rire. Le descendant du thème astral, et donc il a construit cette méthode astrologique autour d'une expérience de Myriam avec de très nombreux patients. C'est une méthode où vous touchez les gens, ou comment ça se passe une séance? Alors une séance a plusieurs outils, on fait appel à plusieurs outils. Donc l'astrologie est un outil d'éclairage, un outil qui s'appelle la biorésonance cellulaire qui est basé sur des tests kinésiologiques. Mmh. Donc là effectivement on touche pour rentrer en dialogue avec le corps qui va répondre oui ou non et qui nous permet de circuler dans un protocole avec de nombreuses phrases et des mémoires types qui peuvent être choisies par le corps. Donc un autre outil c'est la grille de vie qui a été créée par Marc Fréchet qui est un grand tableur Excel avec tous les mois de notre vie et qui permet de faire des échos entre des âges pour trouver soit la résonance d'un événement, en comprendre le sens, et puis trouver le fil rouge de notre incarnation et des répétitions de schémas justement à travers notre existence. Le but, c'est la descente dans le corps, c'est-à-dire que c'est descendre dans le ressenti corporel, autoriser le corps à revivre cette mémoire primaire traumatique, qui est en fait celle-là qui se répète tout le temps et qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est le cerveau reptilien qui reprend le dessus à ce moment-là. Autoriser le corps à revivre pleinement ce ressenti-là fait qu'il trouve tout seul un retournement pour sortir de, on va dire fondamentalement, cette peur de mourir. Vous devez l'aider un peu quand même. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas conscience? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de mémoire, qui ne se souviennent pas de leur enfance, qui ne se souviennent pas, comme s'ils ont tellement occulté que... Qu'est-ce qui se passe pour eux? Parce que c'est pas si évident que ça. Il y a des périodes de notre vie où on se rappelle de rien.
Non, on se rappelle de rien, d'où l'intérêt du test kinésiologique qui permet au corps de donner de chercher l'âge, etc. Oui, oui, et puis de nommer, de poser des mots sur ce qui s'est passé. Après, tout est répétitif, donc ce qui s'est passé dans l'enfance va résonner et se répéter comme un petit caillou. Oui, jusqu'à temps qu'on trouve la solution. Exactement, donc en fait c'est la même essence qui se répète. Donc même si on n'a pas exactement l'événement de l'enfance, l'essence de l'événement, on la retrouve en répétition dans les... Toute la symbolique du labyrinthe, trouver la sortie. La vie, c'est merveilleux quand on est dans une bonne famille, on est entre papa et maman. Quand on fait son premier caca, tout le monde s'extasie dans le premier caca. Enfin, la vie est merveilleuse, le film. Et puis un jour, il y a une coupure sur le film. Et le film qui s'arrête. Il y a un truc, il y a une coupure, quoi, un arrêt sur image. Et quelques années après, on nous fait revivre un peu la même scène, pas avec les mêmes acteurs, jusqu'au moment où on arrive à ce que le film y retourne. C'est un peu ce que vous disiez sur l'astrologie tout à l'heure, parce que c'est comme un... Oui. Vous dites c'est un cycle, on a l'impression que c'est une bobine de film. Un cycle dans des cycles, c'est même dans le cycle du passé, du futur. Et en fait, le seul temps qui existe réellement, c'est le présent, en fait. C'est un continuum. La conscience est un continuum. Quand on fait l'expérience du présent, tout est intégré dedans. Vous, Christian Maillet, vous avez fait une association Souffle d'harmonie, c'est plutôt sur la peinture, les choses comme ça, c'est plutôt les arts. C'est un jeu de mots, Souffle d'harmonie, parce que c'est écrit A-R-T-M-O-N-I-E. C'est tous les arts au service de l'être, en fait. Toute une histoire d'articulation, en fait, dans la vie, l'art de vivre. Tout est une question de connexion. Notre problème de souffrance, c'est qu'on a perdu la connexion. La connexion avec quoi? Avec son soi, avec cette dimension d'être de lumière, avec cette dimension de conscience. Et donc on est dans une, comme dans le film Matrice, on est dans une matrice et on prend plein de pilules bleues, on oublie complètement qui on était. C'est-à-dire qu'on est l'ego, en fait, on s'est tellement identifié à l'ego, au personnage, qu'à un moment donné, l'acteur, il a oublié qu'il était l'acteur. Et c'est là où est le problème, c'est qu'à ce moment-là, le mental, il va couper. Vous disiez tout à l'heure, ça va bien au début de l'enfance, et puis après, là, on a un beau cadeau de caca, et après c'est la merde autrement, mais ça reste toujours l'humus. Et cette dimension, elle est là parce qu'en fait, très rapidement, dans les stéréotypes de la société, des structures anciennes de la société, on coupe l'intuition, on coupe le ressenti. Et très rapidement, dès 1300, on a les religions, bien sûr les politiques, etc., ont décidé en fait d'arrêter le monde païen, d'arrêter le monde des sorciers, des sorcières. En fait, cette capacité qu'on avait en groupe et individuellement de se connecter directement à la transcendance. Et donc on remet son pouvoir à quelqu'un, à un ordre, à quelque chose. Donc à un égrégore d'une manière ou d'une autre. Mais cette notion de perte de l'individualité qui va revenir avec Jung dans le processus d'individuation, qui revient à l'ère du Verseau, qui est complètement d'actualité en ce moment, et qui va prendre vraiment toute son ampleur en 2024-2025 avec le fameux passage de Pluton en Verseau. En fait, on est des êtres de l'infini, et l'astrologie de l'âme va permettre de retrouver cette articulation dont je parlais de souffle d'harmonie, c'est de service de l'être, parce que cette dimension spirituelle, c'est l'être, et non pas seulement l'ego. Et donc, on a, par exemple, dans le début du livre, la composition de l'être, où on va vraiment dire, ok, on est un corps physique avec des sensations, avec des choses incroyables dans cette matière, avec la notion de cellules. On a cette notion du corps énergétique qui permet la vie, parce que le corps physique tout seul, sans énergie, il ne peut rien faire. On a ce corps de sensibilité, cette capacité incroyable d'émotion. On a cette capacité d'avoir un mental, comme dit Rudyard, d'avoir le monde de la pensée, d'être en métacognition. C'est le mystère que le monde est miroir et que notre propre ego est un miroir, parce qu'on peut réfléchir sur la réflexion. C'est-à-dire qu'on est un miroir sur un miroir. On peut se regarder penser. Oui. C'est quand même incroyable. Et c'est cette conscience d'être qui est la spiritualité. C'est-à-dire de commencer à se comprendre, mais qui je suis d'entre cet automate qui est nécessaire. Parce que s'il fallait penser à tout, à respirer, à faire battre son cœur, etc., non. On a des choses qui se sont intégrées et qui reviennent, qui sont les aspects bleus en astrologie, par exemple. Pilule bleue, pilule rouge. Et voilà, et les aspects rouges qui ne sont pas encore intégrés entièrement, mais qui sont une aspiration de l'âme à créer des dynamiques évolutives. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a simplement quelque chose qu'on décide.
Notre vie n'est pas simplement notre vie. Notre âme, elle est sur des millions d'années. Donc en fait, on voit notre évolution sur un temps qui est très 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 long. Et on voit aussi toutes les dimensions qu'on ne voit pas encore. Et on a des moments où on a une conscience comme ça, très éclairée, parce on prend de la hauteur, comme on dit. On prend de la hauteur avec notre propre conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle se modifie. Elle a une capacité vibratoire de changer. En fait, elle change dans son propre espace. On ne peut pas dire en fait qu'on voyage dans l'espace ou le temps. En fait, c'est pas linéaire, encore une fois. C'est quantique, comme on dit aujourd'hui. C'est l'intrication, comme diraient les physiciens aujourd'hui. C'est comment on peut expliquer qu'un ADN, il est en connexion avec un bout de son ADN à des milliers de kilomètres instantanément, ou deux particules encore plus loin instantanément ont la même information. C'est ça le grand mystère du fait qu'on est tout dans tout, qui est cette unité. Bon, cet ADN, ce serait bien qu'on n'y touche pas trop. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. On continue. Alors là, on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet de cette astrologie de l'âme qui est publiée aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, de Julie Gors et de Christian Maillet. Les deux planètes les plus importantes, c'est quand même le Soleil et la Lune. Mais c'est pas elles qui vont vraiment définir notre âme. Oui, c'est les deux planètes les plus importantes. Oui. Ce que j'aime dire en début de séance ou dans les cours d'astrologie que je donne, c'est que pour moi, l'axe qui donne la colonne vertébrale du thème et cette ligne karmique, c'est l'axe des nœuds sud, nœud nord, et que le reste du thème, notamment les planètes, l'emplacement des planètes et toutes les domifications, l'emplacement des maisons astrologiques, sont comme au service du but d'incarnation qui va être révélé par l'emplacement du nœud nord. Ascendant et descendant, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Descendant, ascendant, c'est donc c'est de là où on vient, ouais, et là où on va. Et là où on va, ou en tout cas quel véhicule on va choisir pour manifester ou pour transporter notre âme dans cette incarnation. Le nœud nord, c'est vraiment le but d'incarnation avec dans le nœud sud des mémoires karmiques dont on est venu prendre conscience, qu'on est venu transformer, transmuter. Et dans le nœud nord, on pourrait parler des mémoires du futur, c'est-à-dire que c'est le gland qui contient déjà tout l'arbre, le grand chêne, et c'est aussi une mémoire en fait, une mémoire cellulaire dans le nord. Donc on peut autant avoir peur d'aller vers l'inconnu, vers la lumière, qu'on peut avoir peur encore de l'ombre derrière. Donc c'est un axe aussi qui va parler des peurs profondes qu'on peut avoir. Pourtant le nord, c'est pas vraiment la lumière, si. Bah non, dans ce sens-là, c'est comme on doit changer, par exemple, passer de la maternelle en primaire, de primaire au collège, de collège à... Enfin, et à chaque fois, c'est un peu un seuil initiatique. Et donc le nœud nord, c'est une sorte de seuil à franchir qui va nous permettre de créer davantage de conscience. Que le but, finalement, c'est créer de la conscience. Parce que tant qu'on n'est pas en conscientisation, tant qu'on rejette quelque chose, c'est qu'on n'a pas intégré. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de la vibration de l'amour en soi. Cette dimension de l'amour est très imbriquée dans la dimension vibratoire de la conscience. Parce que ça permet d'être inclusif plutôt d'être séparatiste, rejeté tout le temps. Ce qui ne veut pas dire ne pas mettre de cadre, de limite, hein. Évidemment. Le nœud nord, il est personnel, c'est pas quelque chose qui est la même chose pour tout le monde, comme certaines planètes qui sont lentes. Qui sont lentes. Il met 18 mois, c'est ça, à faire le tour. Le tour. Ça, à peu près 19, ouais. Ou 18 mois dans un signe. Ça veut dire que les personnes qui sont nées le même jour ont le même... Alors elles auront le nœud nord dans le même signe, mais pas forcément dans la même maison. Voilà, oui. C'est ça qui est intéressant avec les nœuds, c'est qu'on va pouvoir personnifier en cherchant dans quel secteur de vie on va réaliser notre but d'incarnation, celui qui aura vraiment de l'importance. Et puis surtout, en fait, en fonction de la maison et du signe, on a ce qu'on appelle un régent différent, contrairement aux autres planètes, on appelle les maîtres, là ce qu'on appelle les régents. Donc c'est pas possible que même si on a le même nœud nord, qu'on ait exactement la même position des régents. En fait, c'est beaucoup plus étendu comme possibilité, comme probabilité. Des fois, il n'y a pas vraiment d'aspect négatif. Oui, parfois il y a peu d'aspect rouge dans un thème. Il peut même ne pas en avoir du tout. Ouais. Et alors, c'est pas une bonne chose. C'est pas vraiment génial parce qu'il n'y a rien pour pousser au cul. Voilà, ça peut être aussi s'endormir sur ses lauriers. Parce qu'un trigone, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, c'est que fais-tu des fruits de ton arbre, quoi. Parce que si tu as cette lumière, tu as ces dons, mais que tu n'y en fais rien, les fruits pourrissent sur l'arbre. Donc finalement, le trigone peut se retourner finalement contre toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une frustration, il y a vraiment une anxiété, il y a même des crises d'angoisse qui vont commencer à arriver. À partir du moment qu'on ne réalise pas sa mission d'incarnation, qu'on ne développe pas tous, qu'on n'épanouit pas, qu'on n'éclore pas son printemps intérieur,
on va commencer à développer des problèmes dans le corps, on va somatiser. On peut aussi avoir des incidents dans la maison, on peut avoir aussi des accidents. Il peut y avoir plein de choses, des synchronicités, des aides, des rêves. En fait, ce qui est dans notre inconscient, qui est ces gardiens invisibles et bienveillants, vont tout faire pour qu'on crée notre conscience, pour qu'on se réveille. Tout l'univers conspire à ce qu'on s'éveille. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, tout est une bénédiction, en fait, permanente, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que tout vient nous faire travailler la conscience. À condition d'écouter, ou de voir, et c'est le problème de l'écoute. Et comme j'ai toujours, souvent, quand on parle d'écouter, on ne comprend pas le mot écouter dans tout ce qu'il est comme valeur. Parce que le mot écouter veut dire aussi obéissance. Ça veut dire écouter veut dire trouver une humilité suffisante. Parce que si on n'a pas d'une humilité suffisante, on ne peut pas connecter cette dimension d'une volonté universelle. Or, toutes ces planètes, tout ce qui se joue au niveau astrologique, c'est ça le grand mystère. Comment c'est possible que ça puisse avoir autant d'influence dans une destinée? Vous avez mis Gaïa juste en face du soleil. Qui a mis Gaïa juste en face du soleil? Voilà. C'est rare de la trouver dans le thème quand même. Ce Gaïa, en fait, dans le thème, c'est vrai que c'est peu utilisé, moi je regarde de temps en temps, surtout si la personne a une conscience écologique, parce que ça donne justement la dimension de la conscience écologique, là où on peut trouver quelque part plus de conscience à sa terre. Écologie, c'est sa maison, ça veut dire c'est là où on habite, c'est la matière qu'on habite. Et le rapport à la maison, à l'intérieur de la matière, va être une clé de compréhension très très forte. Comme dit Julie, quand on commence la personne à descendre dans ses cellules, à écouter le corps qui ne ment pas, parce que le corps ne ment pas, notre quotidien il ne ment pas, c'est-à-dire qu'il va nous renvoyer ce qu'on n'a pas encore conscience. Nos manipulations, nos mensonges, nos peurs, nos rejets, nos secrets, etc. Il y a cette notion d'apocalypse, de révélation qui prend une accélération et qui en 2022 va alors être encore plus intense cette année et jusqu'à 2024. On est vraiment dans l'ère des révélations, se révéler, sortir du rêve pour aller dans la réalité du rêve. Oui, ou voir les choses, c'est-à-dire voir la réalité, c'est-à-dire voir autre chose que... D'où l'intérêt de Saturne en astrologie d'ailleurs, qui est ce principe de réalité, comme on l'appelle en psychanalyse, le principe de réalité. Saturne n'est pas du tout le méchant ou je ne sais quoi, souvent qu'on entend dans les livres d'astrologie. Au contraire, il va aider à la liberté. Il est où en ce moment? Il est conjoint à Jupiter, non, c'est ça? Oui, ils se sont un peu séparés. Saturne est resté là pour l'instant en Verseau. Et il va refaire surtout le carré à Uranus qu'on a eu tout 2021, qui était cette tension entre les lois, Saturne, la réalité et la liberté, Uranus. Ouais. Surtout en avril, là, au moment des élections, ça va. Vous écrivez qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le détail de vos vies antérieures, tout est lié aujourd'hui, dans cette vie. On retrouve l'essentiel de ce que vous avez choisi de retravailler dans les circonstances de votre naissance, votre enfance, votre contexte familial. Chaque incarnation est un condensé de vos expériences antérieures et c'est au présent que les informations peuvent se vivre et devenir une prise de conscience, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Pour venir sur le présent, vivre au présent sans arrêt dans l'instant présent, c'est possible, sauf quand il y a un arrêt sur image qui revient. Là, quand dans le présent on revit une situation antérieure, on n'est pas capable de la gérer, c'est comme si il y avait encore cet arrêt sur image, et souvent on ne trouve pas la solution. Et pourtant, même si on est dans le présent, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Je ne sais pas si la question est bien posée. Si, la question est bien posée, c'est vraiment exactement ça, comme quelque chose qui nous ramène comme un élastique tout le temps au même endroit. Et l'extérieur, pour moi, va manifester des circonstances qui vont nous permettre de revenir à ça très régulièrement. Comme un schéma répétitif, on se retrouve dans les mêmes situations, on a les mêmes réactions. Le conseil que je pourrais donner, moi, c'est de rentrer du coup à l'intérieur, de profiter de ces moments-là pour rentrer à l'intérieur de soi et descendre dans qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis dans cette situation. Plutôt que de partir à l'extérieur, chercher la faute chez un tel ou un tel. Ou se sauver, ou fuir. D'être vraiment extrêmement présent au ressenti physique. Parce que pour moi, c'est là que l'arrêt sur image s'est engrammé, enquisté, et donc c'est par là que ça va pouvoir se désengrammer ou se transformer ou se retourner. Le passage est dans le corps. Oui, donc même si on trouve l'endroit du corps où ça s'est incrusté, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse se dérouler
tout le ressenti traumatique lié à un événement dont on n'a pas forcément conscience. On peut très bien ne pas savoir ce qui s'est passé, mais ressentir une oppression, un empêchement à respirer, des palpitations, on laisse faire. On descend, on accompagne, on laisse faire. Alors c'est vrai que ce que vous disiez tout seul, c'est bien gentil, mais c'est un peu compliqué. Le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi qui a déjà traversé ça et qui est comme un témoin, un accompagnateur, qui tient la main, qui rassure, qui dit ne t'inquiète pas, il y a quelque chose à traverser et au bout de ça, ça se retourne. Et c'est vraiment ça se retourne à l'intérieur de nous. Tout seul. Sans qu'on ait besoin de trouver la cause. Sans qu'on ait besoin de trouver la cause. Évidemment, quand on trouve la cause, ça apporte encore plus de conscience, encore plus de compréhension. C'est-à-dire que la clé, c'est l'accueil inconditionnel. Ne pas se juger. L'estime de soi, c'est arrêter de se juger et de juger le monde, en fait. Et d'accueillir. Donc, quoi que l'on vit, à partir du moment qu'on rentre dans un accueil ouvert, ça désamorce quelque chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut y mettre de la conscience. Alors que tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas y mettre de la conscience. Mais quand on peut le voir et que dans la deuxième phase, on accueille, on accepte même l'acceptable de ce qu'on voit, il y a une alchimie qui s'opère. Il y a une magie qui s'opère. Et si on accepte la transformation, la mutation que ça opère en soi, on va encore continuer, aller beaucoup plus loin et découvrir effectivement que là, l'histoire de la causalité, c'est nous qui avons créé cette notion de boucle de souffrance. Et à partir du moment qu'on prend conscience qu'on a été cette causalité, et que ce n'était pas la faute des autres, etc., quoi que l'on ait vécu, c'est notre action, réaction, ce que l'on est, qui crée ce que l'on est. On est la somme de tout ce que l'on est, tout simplement. Et à partir du moment qu'on est en conscience qu'à chaque fois que j'ai cette attitude émotionnelle, par exemple, que je suis dans cette attitude-là, comme par hasard, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Même énergétiquement, même si je ne parle pas, je peux créer une mauvaise énergie qui fait qu'à un moment donné, c'est irrespirable et qu'on va générer des choses encore moins agréables. Et donc forcément, il y a toujours cette capacité de métacognition par le monde, par notre propre ego, qui est un outil extraordinaire d'évolution et un outil extraordinaire pour manifester, pour transmettre. Simplement, il faut qu'il soit à sa place. Le mental, c'est un exécutant, pas le créateur. Il fait partie, comme les chevaux, le cocher. Et c'est ça qui va changer, c'est qu'on va accueillir, ok, comme on fait en méditation, qu'on appelle le rappel de pensée. On essaie de méditer, à ce coup on pense à autre chose, et voilà. Et on remercie sa pensée, merci de voir que je suis à côté, et je reviens à ma respiration, je reviens au centre de mon être de nouveau. Et si on a une émotion désagréable ou agréable, c'est pareil. On laisse venir, on laisse partir, ce qu'on appelle l'équanimité. Et on revient. Mais si on est dans la fracture, dans le rejet, dans la résistance, comme dit Jung, la résistance et souffrance, et ce qui résiste persiste. Mais à un moment donné, on ne peut pas persister indéfiniment. Parce que la tension est telle que ça va péter, évidemment, comme pour un orage. Mais après la tempête la plus noire, comme dit Shakespeare, la paix est incroyable après. Et cette dimension-là, c'est une phase de travail, d'acceptation. Et quand la personne accepte ce travail d'authenticité, d'humilité, de vulnérabilité, c'est une clé incroyable. Mais le mot qui résume tout ça, c'est l'amour, en fait. Oui, parce que je pense que si on va chercher dans son enfance, comme vous dites, mettre un endroit du corps là où ça fait mal, c'est sûr qu'on peut l'accueillir en soi, mais il faut aussi accueillir ce qu'on a en face, c'est-à-dire les gens qui ont généré ça. Il y a aussi une grande part de pardon. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir la personne en face comme étant pas responsable de ce qui s'est passé. Et c'est pas toujours évident. Oui. Et ça, on le voit dans l'astrologie. Oui. Est-ce que finalement, ce qu'on cherche dans ce qui nous fait mal maintenant, c'est des choses, par exemple, qu'on aurait fait nous-mêmes dans une vie antérieure? Oui, mais c'est-à-dire qu'on sont des chaînes de conséquences, des enchaînements, des actions-réactions. Et qui est en fait l'équation de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on émet quelque chose de soi, qui devient une action, il y a forcément une réaction. Sauf que, à force de la refaire, et plus on y met en plus de l'émotion, de la pensée, de la volonté, puis on va créer une espèce d'automate, en fait, qui va avoir sa propre existence. Même pour un égrégore, hein, même sur un plan collectif. Le problème, c'est qu'on s'identifie complètement à ça. Que Hector Tolle, par exemple, appelle le corps de souffrance. On s'identifie tellement à ça qu'on ne le voit pas. Mais à un moment donné, par les répétitions dont on a longuement parlé,
Hein. C'est comme si on se tapait avec un marteau sur le doigt, à un moment donné, quand même, ça fait mal quand même. Ouais, c'est peut-être arrêter de me taper sur le doigt quand même. Oui, parce qu'on ne se tape pas soi-même, hein, ça vient de l'extérieur. Oui. Et ça vient de l'extérieur, mais par soi-même en même temps. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est ça le grand mystère, il n'y a rien à l'extérieur en fait. C'est le prolongement de nous-mêmes. Le cerveau, lui, il fait juste décoder toutes les informations qui viennent, mais il les décode à partir des mémoires qu'il a. Et donc, si on rejoue nos mémoires, on rejoue la chaîne de conséquences. Donc, il n'y a pas une notion de punitif. C'est juste qu'on doit arriver peu à peu à prendre conscience comment on crée ce qu'on appelle le corps causal, le corps de l'âme, c'est cette notion tout ce qu'on a compris, qu'on avait créé par nous-mêmes et qu'on a réussi à mettre du pardon à soi-même, à l'autre, qu'on est rentré dans la voie de l'amour, la voie de l'âme, à ce moment-là, ça vient de la lumière de conscience, le corps de l'âme lumineux, qui est toujours là. Et puis derrière ça, il y a encore l'esprit, il y a un grand soi qui supervise et qui aide à l'évolution derrière tout ça. On parlait du Soleil et de la Lune comme étant les deux grandes planètes du thème juste à l'instant. Et, le Soleil va représenter le corps causal, va représenter cette étoile de lumière de chacun. Et la position du Soleil dans le thème est très importante, parce que la maison où va se trouver le Soleil va être la maison de l'âme, c'est-à-dire la maison, le champ d'expérience vraiment où l'âme peut rayonner le plus. Également comme la maison 5 en astrologie, qui est la maison du Soleil, qui est également la maison de l'âme. Là, on va trouver la créativité, la conscience créatrice. Mais le Soleil en astrologie, c'est la conscience créatrice. Mais on ne peut pas passer par le Soleil et le voir directement. Donc on a besoin de la Lune. Et c'est la Lune qui va être l'intermédiaire, qui résume un peu l'ego, la Lune quelque part, qui va être l'intermédiaire pour pouvoir incarner la lumière du Soleil. Mais on ne peut pas l'incarner comme ça, frontalement, le Soleil. Hein. C'est bien connu. On va revenir sur les nœuds lunaires. Donc, ils ont un cycle de 18 ans et demi environ. Donc, ça nous revient à 18 ans, 37 ans, 55 ans, 74 ans et 92 ans. Ils reviennent à leur position initiale, mais c'est aussi la même chose pour les planètes, genre Saturne, tout ça, qui nous revient. C'est un moment crucial pour vous mettre en phase avec votre mission d'incarnation, mais aussi un moment qui peut être secouant pour l'ego. Et aux âges 9, 27, 46, 64 et 83, ils s'inversent, marquant souvent une période de mise au point, de retour du passé, qui vous demande, à travers une épreuve ou une simple prise de conscience, de poser une action plus résolue dans le sens de votre accomplissement. Ça doit nous parler, ces âges de 9 ans, 27 ans, 64, 83. Est-ce que ça parle à tout le monde ? Normalement, ça parle à tout le monde, oui. C'est vraiment comme des rendez-vous cycliques. Et pour peu que, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on ait envie de voir, qu'on ait envie d'entendre, on peut trouver dans les événements concrets de notre quotidien ou relationnel des indices de... Moi, j'appelle ça aussi un peu des recadrages. C'est-à-dire que si on n'est pas vraiment en phase, on a des opportunités de se recadrer. Ou des événements qui nous montrent qu'on est à côté, qu'on n'est pas aligné et qui nous permettent de nous réaligner. Et l'avantage de ce retour de cycle, c'est un peu comme image, comme si vous retrouviez un ami de votre enfance avec qui vous étiez fâché, et vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous le retrouvez. Avec la conscience que vous avez en plus, vous retrouvez de nouveau cet ami, mais cette fois-ci, ce nord ami que vous retrouvez peut ramener une conciliation avec lui. Et c'est une belle opportunité qui se représente. C'est ces opportunités, hein. C'est simplement ça. Mais même avoir une maladie, avoir le Covid, faire un dépôt de bilan, vivre un drame, etc., ce sont des cadeaux cachés extraordinaires, parce que l'ego a quand même tendance à rester dans sa zone aveugle, sa zone de confort, de ne pas trop bouger. Et donc, le but de l'âme, c'est pas de nous laisser comme un âne qui tourne autour de sa meule pendant le pauvre pendant des mois, alors qu'il aurait pu faire le tour du monde et découvrir plein de choses. Et donc, c'est vraiment cette possibilité qu'offrent les planètes, en étant toujours dans cette dynamique de cycle, y compris avec les progressions planétaires, y compris avec la révolution solaire qui montre qu'on a un potentiel de départ, mais il va être activé régulièrement jusqu'à qu'il y ait une conscience pleine de son thème astrologique. Et cette enquête dans le livre, donc, c'est ce que ça va permettre jusqu'à qu'on arrive complètement à intégrer, non plus rejeter, toutes les parts d'ombre et de lumière, qui ne sont que de la lumière, qui est l'être que l'on est. Et c'est tout à accepter. Oui, alors pour ceux qui ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait à 9 ans, 27, 46, moi je les conseille de mettre une date à côté. C'est plus facile de se rappeler des dates que de se rappeler des âges. Exactement. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Oui.
Troisième partie de l'émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM 98.fr, sur la planète Terre et même sur les planètes aux alentours. On est toujours donc en train de parler du karma, de l'astrologie, de l'âme exactement, pour que vous puissiez découvrir votre mission de vie avec Julie Gorce et Christian Maillet. On va passer au tremplin, donc interprétation des aspects des carrés au nœud. On commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet là. Oui, c'est ça. Ouais. Julie. Oui, j'avais vraiment à cœur, en coécrivant avec Christian, d'essayer de mixer nos deux approches de l'astrologie. Moi, j'ai une approche plutôt pédagogique, assez structurée, et je trouve que chez Christian, il y a une approche d'interprétation extrêmement riche, et d'arriver à mixer les deux en proposant des pas à pas, c'est-à-dire que on accompagne les gens avec différentes approches des différents points du thème, et en même temps toute la richesse des tremplins d'interprétation, comme vous disiez, qui viennent vraiment de Christian et de tout ce qu'il peut apporter de très riche, quoi. Le mot tremplin n'est pas par hasard, hein. C'est vraiment se permettre de pouvoir se prendre de la hauteur, hein, pouvoir vraiment essayer de se voir en fait objectivement avec bienveillance. C'est un livre qui invite vraiment à une bienveillance sur soi-même, surtout quand on rencontre des aspects au nœud, il y aurait gens des nœuds. Et il y a beaucoup d'humilité à avoir et de bienveillance par rapport à ce qu'on va découvrir. Donc, ce qui a été écrit dans les tremplins, ce sont des petits passages miroirs bienveillants pour simplement poser des bonnes questions, oser se poser des bonnes questions, se remettre en question, comme on dit, mais se remettre en question de l'intérieur et non pas en rejetant c'est parce que j'ai vécu ceci, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela, et oui, et après. Néanmoins, la réalité, elle est là dans l'instant présent de ton être. Et qu'est-ce que tu en fais maintenant? Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Oui, et qu'est-ce que tu en fais maintenant avec les événements qui arrivent en réel, concret, vérifiable dans le quotidien? Le risque, ce serait de rester sur quelque chose d'interprété, d'archétypal et de pas du tout incarné, alors que vraiment l'astrologie est un outil qui permet de donner du sens à ce qu'on vit dans notre quotidien et de l'éclairer justement dans les cycles, dans les aspects, etc. C'est pour ça qu'il y a cette dimension de la symbiologie que je travaille. C'est que tout ce que l'on vit, en fait, est vivant, en fait. C'est à incarner. Tout est à incarner. Ça ne peut pas rester des concepts. Alors la planète rétrograde, pourquoi elle avance, elle recule? C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. C'est comme le fait d'avoir des aspects ou pas des aspects, ça peut être aussi... c'est quand même mieux quand ça va tout droit. Disons que c'est une dimension directe, mais si on prend la notion des planètes rétrogrades dans la version positive de la voie de l'âme, c'est complètement différent, parce que c'est une opportunité extraordinaire que la fonction de la planète se met dans une dimension de l'âme. C'est-à-dire qu'elle a... Vraiment, c'est une volonté aspirant de l'âme de dire, ok, cette fonction planétaire, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai un Mercure rétrograde, j'avoue que peut-être qu'avec ma parole, j'ai peut-être pas été très juste, très authentique, j'ai peut-être manipulé avec ma parole, j'ai peut-être eu peur même du verbe divin, peut-être que j'ai eu... Ça peut aller dans plein de dimensions, Mercure c'est tellement une planète incroyable, extraordinaire, mais du coup, cette fois-ci, selon la maison, selon le signe, selon les aspects, on va avoir des indications très précises pour voir qu'est-ce qu'il y a à rétablir dans cette fonction mercurienne. Et elle ne peut être rétablie qu'avec une dimension inconditionnelle, parce qu'une planète rétrograde demande d'aller à l'intérieur, de faire une introversion, de comprendre la fonction planétaire au regard de l'âme et plus de son ego, avec une recherche simplement d'intérêt pour fortifier l'ego, simplement. Donc, pour en revenir à Pluton, là, qui en 2024 va passer en Verseau, il va rétrograder après, il va revenir en arrière un petit peu, c'est ça? Ça sert à quoi qu'il nous en remette une couche? C'est ça que ça veut dire. Il va nous en remettre une couche. Enfin, mais c'est comme ça que l'enfant évolue, en fait. C'est ces fameuses phases de régression. C'est les claques. Il faut qu'on reçoive des claques. Je croyais que la fessée était interdite. Non, on recule pour mieux sauter. C'est une dimension illusoire, de toute façon. C'est pas un fait astronomique réel, c'est une illusion. C'est justement, ça met l'accent sur l'illusion. Mais en fait, c'est pour nous laisser le temps d'intégrer le passage et le seuil. C'est comme il y a un ravin à franchir, on n'y va pas d'un coup. On va regarder, on dit... Wow, donc on a sauté une première fois, on revient en arrière pour faire un saut plus grand. En fait, on a 3 étapes pour franchir le seuil. Donc quand ce sont des planètes transpersonnelles, transsaturniennes comme Pluton, ça concerne l'humanité. Du coup,
On le voit bien, hein, c'est pas en quelques années que tout va changer. Mais c'est pareil, quand on a une planète rétrograde dans son thème, on va regarder à quel moment elle va devenir directe et ça va redonner, mais également si une planète est devenue rétrograde après. Alors, ce que l'on découvre en maison 12, on y découvre des informations clés sur les vies antérieures, les plus marquantes et récentes, qui ont un impact dans cette vie, les raisons secrètes à l'histoire qui se joue, ce qui reste encore difficile à libérer et qui appelle à un pardon, à l'amour inconditionnel, à ne plus porter de jugement sur soi et sur l'autre. Quand on n'a rien en maison 12. C'est pas possible parce qu'en fait on a forcément... ou alors il faudrait que... Il y a toujours une cuspide de la 12 quelque part. Donc si une cuspide de la 12 est quelque part, elle renvoie à la planète du signe. La cuspide, c'est le début de la maison. C'est la maison. Non, la maison 12, c'est le début de la maison 12, va être dans un signe. Et la maison d'après, c'est l'ascendant. Oui. Et donc, dans quel signe est le début de la maison 12 nous indique l'ambiance, tous les archétypes. Là, vous avez mis Priap aussi. Alors, Qui a eu l'idée de mettre Priap dans les... Alors, Priap, c'est l'interprétation de la lune noire, se fait aussi avec Priap, qui est le point opposé de la lune noire. D'accord. Donc, Parce que la lune noire, moi, je la connais bien. Mais... Ouais. Elle est sympathique dans l'intégration du karma. Priap, c'est l'endroit du thème opposé à la lune noire, qui va être un refuge pour l'ego, qui a chuté tellement fort à l'endroit de la lune noire, qu'il a besoin de se reconstruire et de reprendre confiance en lui dans le point opposé qui sera Priap. Donc on va voir ce qui se passe en face et on prend l'énergie de ce qui se passe en face. On prend l'énergie de ce qui se passe en face comme une force pour revenir ensuite à la lune noire, puisque le but de toute incarnation, c'est d'intégrer cette lune noire et de la manifester dans ce monde de dualité, alors qu'elle représente le point d'unité pour chacun d'entre nous individuellement. Absolu. L'absolu, exactement, et que c'est très compliqué de manifester l'absolu dans un monde de dualité. Ah oui, c'est impossible. C'est pour ça qu'on passe d'abord par Priap pour revenir après sur la lune noire. Il faut d'abord passer par Priap parce que ça sera plus facile. On le vivra davantage dans le social, dans l'ego, et on reviendra à la lune noire après. En fait, tout en astrologie, il y a toujours un point d'équilibre en face, partout. Si vous voulez savoir comment vivre au mieux votre lune noire, vous irez à la page 149, il y a tout un tas de choses là-dessus. Il y a Chiron, si vous avez parlé de Chiron, j'ai vu, qui est le grand guérisseur. Oui. Donc Chiron, on regarde surtout dans la maison dans laquelle il est. Oui, le signe et la maison, les deux. Le signe et la maison. Oui, le signe et la maison. Il guérit de quoi? Il nous guérit de nos blessures personnelles, ou c'est le guérisseur? C'est-à-dire, on peut avoir un Chiron qui fait qu'on est guérisseur, ou c'est un Chiron qui nous guérit nous-mêmes? Les deux, peut-être. Chiron, il y a des astrologues qui sont spécialisés rien que pour Chiron, parce que c'est quand même un élément assez exceptionnel. Même la mythologie de Chiron est magnifique. C'est vraiment une des plus belles mythologies. Et ce qui est beau, en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir un thème d'exemple, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas le thème d'exemple de quelqu'un de l'expliciter en astrologie. Si je prends moi par exemple mon Chiron et son Mercure rétrograde en maison 6, et moi j'ai eu une grosse blessure de la parole, j'ai été handicapé jusqu'à 21 ans au niveau de la parole, vraiment des gros problèmes, une hypertonie des joues, un problème d'articulation nombreuses, donc j'ai mis vraiment du temps à apprendre à parler correctement. Et pourtant, quand j'ai fait l'école initiatique, j'avais 21 ans, et j'ai commencé mon travail d'orthophonie pendant 2 ans assidu, et de remuscler mon visage, j'ai quand même fait l'école. Et quand on m'a demandé quels seraient mes outils de thérapeute, j'ai quand même répondu, ma parole en fera partie, et mes mains. Parce que ce qui est beau en fait dans Chiron, c'est que là où on a la blessure, ça sera l'outil de guérison en même temps. Il y a une mutation du plomb en or, donc c'est vraiment quelque chose de très très beau, de la matière en lumière. Et parce qu'on a accueilli la blessure, elle est soignée, parce qu'on a eu l'humilité par rapport à cette blessure qu'elle nous a révélée, qu'elle nous a amené à comprendre des choses, à mieux écouter par exemple, à mieux articuler dans tous les sens du terme. Et finalement, à un moment donné, ça devient effectivement un outil chironien, c'est-à-dire Chiron, c'est à la fois un thérapeute, un enseignant, un initiateur, enfin il a un immortel.
Il a perdu son Et immortalité. il accepte de perdre son immortalité, de sauver même Prométhée, et il devient donc carrément du coup une constellation, parce qu'il est l'archétype même de l'inconditionnalité, et surtout de cette notion que la mort n'est pas la mort en fait, la mort est une transition, mais que s'il était resté immortel, il serait dans une souffrance terrible en fait, parce que la blessure ne pouvait pas guérir. Il était blessé de quoi? Je me souviens plus. De la flèche d'Hercule. Ah oui, autant. Trempé dans le sang de l'hydre de Lerne. Mais parce qu'il est dans l'acceptation, il va donner une voie de guérison. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on accepte la mort sur Terre, beaucoup de problèmes sont résolus. Quand on va être confronté à cette dimension de la mort, on va comprendre l'essence, le mystère de la vie, la beauté de la vie en fait. Et ça, c'est vraiment pour ça que Chiron en astrologie, c'est formidable, parce que c'est un point de thérapie pour nous, oui. Et de guérison, et qui est d'un accès finalement évident, finalement, parce que c'est là en fait, c'est clair, c'est marqué. C'est marqué, on le vit soit parce qu'on se sent régulièrement blessé dans cet archétype ou dans ce domaine de vie en fonction de la maison. On peut aussi repérer de quelle manière nous on blesse les autres dans ce domaine-là et avec cet archétype-là. Et tout le travail qu'on va faire de guérison va faire que parce qu'on a fait ce passage-là de travailler cette blessure, on pourra accompagner, qu'on soit thérapeute ou pas thérapeute d'ailleurs. Hein, les autres. Donc, à travers un dialogue, une présence. Une fois que tu as intégré la chose, ça devient une lumière, tu fais que tu rayonnes, que tu as un charisme. Et la personne qui vient te voir, elle va baigner dans cette lumière, elle va le sentir. Parce que toute personne recherche la lumière. Oui. La personne qui vient te voir en tant que thérapeute, en général, on va voir les thérapeutes qui nous ressemblent. Oui. C'est-à-dire, on vient régler les problèmes qui ont été réglés à côté. Alors, on va finir avec la part de la fortune et la part d'illumination. Ça, c'est bien. Qui en parle? C'est un axe entier. Hein. Oui, tu tenais absolument à ce que ce soit la conclusion du livre. Ben oui, c'est bien, c'est le feu d'artifice. Oui, j'ai tenu absolument, parce qu'on a dû faire quand même beaucoup de coupures, hein, ça aurait dû faire 3 livres hein, sinon. Donc, il y en aura 2 autres plutôt, parce que là, on ne pouvait pas tout mettre, il fallait faire quand même des choix. Mais finir sur la note de fortune, ce joli mot du Moyen-Âge, la roue de fortune, donc ça rappelle de la roue du zodiaque, ça rappelle, donc quelque part c'est la quintessence heureuse, c'est-à-dire c'est pour rappeler qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, tout est une bénédiction, tout est bienveillance. Tout est bien. Et en fait, quoi qu'on regarde, quoi qu'on peut percevoir, en fait, qu'est-ce qui ne serait pas finalement une bienveillance qui ne nous permettrait pas d'aller dans une dimension de notre être, avec plus de vérité. Et donc la part de fortune, c'est un axe, c'est-à-dire qu'il y a la part de fortune en soi et la part d'illumination qui est juste en face, comme pour Priape et la lune noire, hein, comme tout a un point d'équilibre en face, comme le masculin et le féminin, intérieur en soi et avec l'autre. Et donc cette part de fortune en elle-même, c'est là où il y a le plus de facilité de trouver son bonheur. Qu'elle est donc en maison où elle est, par exemple, si c'est en maison 2, le bonheur il va venir dans l'autonomie de ses dons. À chaque fois qu'on va oser son talent, prendre du temps pour développer un talent artistique par exemple, on va y trouver un bonheur. Mais si on prend par exemple l'opposé de la part de fortune, la part d'illumination qui est en face, ça serait donc en maison 8, l'illumination, c'est-à-dire le bonheur spirituel, non pas simplement de l'ego, matériel, etc., mais le bonheur de la conscience spirituelle va se trouver à chaque fois qu'on va s'en remettre dans une confiance dans la vie. À chaque fois qu'on va faire l'expérience de relâcher intérieurement, on va sentir une bouffée de lumière en soi. Et ça, c'est la part d'illumination. Pour ça, le mot illuminer, voilà, comme un feu d'artifice qui illumine, comme une étoile qui illumine dans le ciel. Et au moment le plus noir de nous, c'est là où on voit le mieux l'étoile. C'est là, au moment des fois où, là on va lâcher. Et donc, si en plus il y a une planète en lien avec la part de fortune ou la part d'illumination, la planète va être un indice fort. Quelle est la meilleure fonction pour trouver son bonheur, son illumination? Alors, est-ce qu'il y a une part de fortune pour la Terre en ce moment, sur ce qu'on vit aussi dans oui, bien sûr. Dans le thème du monde en ce moment?
Bah, bien sûr, parce que là, on est dans le fameux passage qui va prendre en puissance avec l'arrivée en avril de la rencontre Jupiter-Neptune, qui sont les deux planètes du Poisson, les deux planètes de l'amour. Hein. Donc l'amour sur un plan large, espacé, et universel, inconditionnel. Vénus va les rejoindre en plus, avec cet aspect de conjonction à Mars qu'elle fait. Donc les deux amants sont en unité et coopèrent beaucoup en ce moment. Et cette rencontre en Poisson fait qu'on a une part de fortune de l'amour qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour terminer l'émission, Julie Gors? Vous avez un site internet qui s'appelle www.juliegors.com. En fait, moi, mon approche de l'astrologie a changé le jour où j'ai vraiment créé mon thème et que j'ai relevé mes manches pour me dire, je me mets en chemin pour comprendre comment fonctionne mon thème et ce qu'il comprend, et sortir en fait soit de la lecture d'horoscope, soit de l'écoute comme ça généralisée de grandes tendances pour l'année. Donc j'invite vraiment tout le monde à créer son thème et à apprendre en fait à le décrypter et à rentrer dedans. Les cours, c'est en présentiel ou C'est en présentiel ou à distance, par Zoom. J'ai plusieurs sessions et je propose une formation sur 2 ans. Il y a toutes les infos sur le site. Quant à Christian Maillet, on vous retrouve aussi sur Souffle d'harmonie. Pour l'instant, on passe par le Souffle d'harmonie. C'est bien de passer par le souffle. Et puis moi, donc, c'est pareil, hein, je donne des consultations. Moi, j'ai besoin de passer par l'atelier de conscience corporelle, énergétique et spirituelle. C'est quoi? C'est la danse, c'est la musique? C'est tous les arts. C'est-à-dire qu'en fait, l'astroconscience dont on parle dans le livre, pour moi, tout ce qui est donc dans la symbiologie, tout ce qui est un symbole, tant qu'il n'est pas incarné, ça reste comme l'huile au-dessus de l'eau. J'ai des ateliers soins conscience et énergie, par exemple le mardi. J'ai des ateliers donc de travail du corps dans l'espace et le mouvement. Alors donc, les ateliers se passent où? Les ateliers se passent ici, à la maison, ou se passent sur Cachan dans des salles. Hein, ou alors, j'ai une amie qui a acheté un manoir et elle a transformé le manoir et elle a créé une grande salle de travail en Normandie, près de Fécamp. Et je vais aussi animer là-bas. Et j'ai un projet où je travaille un petit peu précurseur, c'est que je vais écrire son thème astrologique à travers un conte. C'est-à-dire qu'on va transposer toute la symbolique du thème à travers toutes les symboliques et les archétypes d'un conte. Quel est le conte fondateur de ta vie, en fait? Merci beaucoup, Julie Gors et Christian Maillet. Le livre Astrologique de l'âme, découvrez votre mission de vie, est publié aux éditions Le Lotus et l'Éléphant.